Allez, c'est parti. The Westminster Gazette, 25 septembre. Un mystère à Hampstead. Les environs de Hampstead connaissent en ce moment des événements qui rappellent ceux dont notre journal a naguère parlé en des articles intitulés « L'horreur de Kensington » ou « La femme poignardée » ou encore « La dame en noir ». En effet, depuis 2 ou 3 jours, on a signalé le cas de jeunes enfants disparus du foyer paternel ou qui n'y sont pas rentrés après être allés jouer sur la lande. Chaque fois, il s'agissait d'enfants trop jeunes pour qu'ils puissent fournir des explications satisfaisantes, mais tous ont donné comme excuse qu'ils avaient accompagné la dame en sang. Et chaque fois aussi, c'est fort tard le soir que l'on s'est aperçu de leur disparition. En ce qui concerne 2 de ces enfants, on ne les a retrouvés qu'aux premières heures du lendemain. On suppose que le premier des enfants disparus, ayant raconté ensuite que la dame en sang lui avait demandé de faire une promenade avec elle, les autres se sont tout simplement contentés de dire la même chose, car on sait que les enfants d'aujourd'hui n'aiment rien tant que de s'emprunter les ruses les uns aux autres. Un correspondant nous écrit que de voir certains de ces bambins imiter tant bien que mal la dame en sang est un spectacle des plus drôles. Certains de nos caricaturistes, ajoute-t-il, pourraient assurément apprendre beaucoup à regarder ces imitations grotesques. Toutefois, l'affaire n'est pas sans poser un problème très sérieux puisque 2 de ces enfants, ceux-là même qui ne sont pas revenus de toute la nuit, ont été légèrement mordus à la gorge. Il semble qu'il s'agisse de morsures faites par un rat ou par un petit chien, et bien qu'aucune de ces blessures ne soit grave, elle donnerait la preuve que, rat ou chien, l'animal procède selon une méthode qui ne varie jamais. La police a reçu des ordres afin d'observer tout enfant, surtout s'il est très jeune, qu'elle apercevrait sur la lande d'Hampstead ou dans les environs, comme aussi tout chien égaré qui pourrait errer de ce côté. The Westminster Gazette, 25 septembre, édition spéciale. L'horreur de Hampstead. Une nouvelle victime. Nous apprenons à l'instant qu'un autre enfant, disparu hier soir, vient seulement d'être retrouvé ce matin, assez tard, sous un buisson d'ajonc de la colline du Chasseur, qui faisait partie de la lande d'Hampstead, mais qui est peut-être moins fréquentée que les autres endroits de la lande. L'enfant porte la même petite blessure à la gorge qu'avaient les premières innocentes victimes. Il était blême et dans un état de grande faiblesse quand on l'a découvert. Lui aussi, dès qu'il fut un peu revenu à lui et a pu parler, a dit qu'il avait été entraîné par la dame en sang. Chapitre 14. Journal de Mina Harker. 23 septembre. Après une nuit assez mauvaise, Jonathan va cependant mieux aujourd'hui. Je suis bien aise qu'il ait beaucoup de travail, car cela l'empêche de penser sans cesse à ces choses terribles. Oh, je me réjouis vraiment de le voir aborder ces nouvelles responsabilités, car je sais qu'il s'en montrera digne, capable de les assumer, quelles qu'elles soient. Il s'est absenté pour toute la journée, et m'a dit qu'il ne rentrerait pas pour le lunch. Mes petits travaux de ménage sont faits, de sorte que je vais m'enfermer dans ma chambre pour lire ce journal qu'il a écrit durant son séjour en Transylvanie. 24 septembre. Hier soir, il me fut impossible d'écrire une ligne, bouleversée que j'étais par ce récit incroyable, pauvre chéri. Que tout cela soit vrai ou seulement imaginaire, en tout cas, il a dû beaucoup souffrir. Je me le demande. Y a-t-il là-dedans une part de vérité? A-t-il écrit toutes ces horreurs après avoir eu sa fièvre cérébrale? Ou bien est-ce que celle-ci a été causée par ces horreurs mêmes? Je crois que je ne le saurai jamais, puisque je n'oserai jamais sans doute lui en parler. Et pourtant cet homme que nous avons vu hier, Jonathan semblait être certain de le reconnaître. Le pauvre garçon. Sans doute était-ce l'enterrement de notre grand ami qui l'avait ému et troublé au point de lui remettre à l'esprit des pensées aussi bizarres que lugubres. Lui-même y croit réellement. Je me souviens de ce qu'il m'a dit le jour de notre mariage. À moins que quelque grave devoir ne m'oblige à y revenir endormi ou éveillé, fou ou sain d'esprit. Ce comte redoutable formait donc le projet de venir à Londres. S'il est en effet venu à Londres avec ses nombreux millions, eh bien, oui, un très grave devoir va nous incomber. Et pour rien au monde, nous ne devrons reculer devant cette tâche à accomplir. Je vais dès maintenant m'y préparer. Je vais transcrire ce journal de mon mari à la machine à écrire, de sorte que s'il le faut, nous le ferons lire à d'autres personnes. S'il le faut absolument. Mais dans ce cas, de nouvelles souffrances seront épargnées à Jonathan, car c'est moi qui expliquerai toute l'affaire, afin qu'il n'ait pas, lui, à s'en préoccuper. D'ailleurs, s'il se remet complètement, peut-être désirera-t-il lui-même m'en parler. Je pourrai alors lui poser de nombreuses questions, découvrir tout ce qui s'est passé, et une fois au courant de la vérité, le réconforter de mon mieux.
Lettre de A. Van Helsing à Miss J. Harker. Confidentiel. 24 septembre. Chère madame, je vous prie de bien vouloir me pardonner si je prends la liberté de vous écrire, mais je suis déjà un peu votre amie, puisque c'est moi qui ai eu le pénible devoir de vous annoncer la mort de Miss Lucy Westenra. Avec l'aimable permission de Lord Godalming, j'ai lu tous les papiers, toute la correspondance de Miss Lucy, car je m'occupe de certaines affaires la concernant et qui sont de première importance. J'ai trouvé notamment certaines lettres que vous lui aviez écrites, lettres qui témoignent de la grande amitié que vous aviez l'une pour l'autre. Oh, Madame Mina, au nom de cette amitié, je vous en supplie, aidez-moi. C'est pour le bien des autres que je vous le demande, pour réparer le mal qu'on leur a fait, pour mettre fin à des malheurs plus terribles sans doute que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Voudriez-vous me permettre de vous rencontrer? Vous pouvez avoir confiance en moi. Je suis l'ami du docteur John Seward et l'ami de Lord Godalming. Vous savez, l'Arthur de Miss Lucy. Mais pour le moment, du moins, je ne veux pas les mettre au courant de ce que je vous demande. Je viendrai vous faire visite à Exeter, aussitôt que vous me le diriez, au jour et à l'heure qui vous conviendront. J'espère que vous me pardonnerez, madame. J'ai lu vos lettres à la pauvre Lucie, et je sais combien vous êtes bonne, et aussi combien votre mari a souffert. Je vous demanderai donc encore, si cela se peut, de le laisser dans l'ignorance de tout ceci, de peur que les choses dont j'ai à vous parler ne nuisent à sa santé. À nouveau, je vous prie de m'excuser, de me pardonner. Van Helsing. Télégramme de Miss Harker au docteur Van Helsing, 25 septembre. Venez aujourd'hui même par le train de 10h15 si cela vous est possible. Je suis chez moi toute la journée. Wilhelmina Harker. Journal de Mina Harker. 25 septembre. Je ne puis m'empêcher de me sentir fort excitée maintenant qu'approche l'heure de la visite du docteur Van Helsing, car je ne sais trop pourquoi, j'espère que cela jettera pour moi quelques lumières sur la triste épreuve qu'a subie Jonathan. D'autre part, comme ce médecin a soigné Lucie dans ces derniers temps de la maladie, il me dira sans doute tout ce qu'il sait à ce sujet. Du reste, c'est bien de Lucie et de ses accès de somnambulisme qu'il désire me parler, et non de Jonathan. Il faut que je m'y résigne. Je ne saurai jamais la vérité sur ce voyage. Mais je suis stupide. Voilà que le journal de Jonathan s'empare de mon imagination et l'influence au point que je ne peux plus dissocier ce récit du moindre incident de mon existence. Évidemment, c'est de Lucie qu'il vient me parler. Elle avait eu de ces nouvelles crises de somnambulisme et cette escapade sur la falaise, quel souvenir affreux, a dû la rendre bien malade. De fait, tout occupée de mes propres soucis, j'ai oublié qu'elle nous donnait alors beaucoup d'inquiétude. Sans doute a-t-elle raconté elle-même au docteur Van Helsing son aventure sur la falaise, et elle lui a dit que c'était moi qui étais allée l'y chercher, et maintenant assurément il désire en apprendre de moi tous les détails afin de compléter sa documentation. J'espère que j'ai eu raison de ne pas parler de cette terrible nuit à Miss Westenra. Je ne me le pardonnerai jamais si à cause de cela l'état de Lucie avait empiré. Et j'espère aussi que le docteur Van Helsing ne m'en voudra pas. J'ai eu ces derniers temps tant de chagrin et d'inquiétude que je sens qu'il me serait impossible d'en supporter davantage. Sans doute les larmes font-elles du bien parfois. Sans doute rafraîchissent-elles l'atmosphère comme le fait la pluie. Est-ce la lecture de ce journal hier qui m'a émue à ce point? Et puis Jonathan m'a quittée ce matin pour ne rentrer que demain. C'est la première fois depuis notre mariage que nous serons séparés aussi longtemps. J'espère qu'il sera prudent, que rien ne viendra le troubler. 2 heures viennent de sonner, le docteur sera bientôt ici. Je ne lui parlerai pas du journal de Jonathan, à moins qu'il ne désire le voir. Quant à mon propre journal, je suis bien aise de l'avoir recopié à la machine. Je pourrais le lui donner à lire s'il veut le connaître les détails au sujet de Lucie. Cela nous évitera à lui des questions pénibles, à moi des explications plus pénibles encore. Un peu plus tard. Il est venu et reparti. Quel entretien! Ma tête me tourne encore, j'ai l'impression d'avoir rêvé. Se peut-il que tout cela soit possible, ou même seulement une partie de tout cela? Si je ne venais pas de lire le journal de Jonathan, jamais je n'aurais cru un mot de cette histoire. Pauvre, pauvre Jonathan, il a dû souffrir, je m'en rends compte maintenant, au-delà de toute expression. Dieu veuille que ce que je viens d'apprendre ne soit pas pour lui un nouveau calvaire. J'essaierai de lutter à les révélations que m'a faites le docteur Van Helsing. D'autre part, ne serait-ce pas pour lui une consolation, une aide en quelque sorte, même si les conséquences devaient être difficiles, d'avoir enfin la certitude que ni ses yeux, ni ses oreilles, ni son imagination ne l'ont trompé, que tout peut s'être réellement passé comme il le croit? Il se peut que ce soit le doute qui lui fasse tant de mal, que le doute, une fois dissipé et la vérité prouvée, peu importe par quel moyen, il se sente rassuré et soit plus capable de supporter ce choc. Le docteur Van Helsing doit être un homme très bon, autant qu'un médecin remarquable puisqu'il est l'ami d'Arthur et du docteur Seward et que ceux-ci l'ont fait venir de Hollande pour soigner Lucie. Du reste, rien qu'à le voir, j'ai compris sa généreuse nature. Quand il reviendra demain, sûrement, je lui parlerai de Jonathan et de sa terrible expérience. Et plaise à Dieu que toutes nos angoisses nous mènent finalement
Mais après combien de temps encore? À la tranquillité d'esprit. J'ai toujours pensé que le métier de journaliste me plairait. Un ami de Jonathan qui, à l'Exeter News, disait qu'un jour que dans cette profession, l'essentiel était la mémoire, que l'on devait être capable de reproduire exactement chaque mot dit par la personne que l'on interviewait, même si par la suite il fallait remanier quelque peu les propos. Or, mon entretien avec le docteur Van Helsing n'avait certes rien de banal. Aussi vais-je essayer de le rapporter, mot pour mot. Il était 2h30 quand j'entendis le heurtoir de la porte d'entrée. J'eus le courage d'attendre. Quelques minutes se passèrent et Marie vient annoncer le docteur Van Helsing. Je me levai et m'inclinai tandis qu'il s'avançait vers moi. C'est un homme de taille moyenne, assez fort, et tout chez lui, aussi bien le corps même que le port de la tête, le visage, l'expression des traits, annonce une parfaite assurance. Le front est haut, s'élevant d'abord presque tout droit, puis fuyant entre deux protubérances assez distantes l'une de l'autre. Un front tel que les cheveux roux ne puissent pas retomber dessus. Ils sont naturellement rejetés en arrière et sur les côtés. Les yeux sont grands, bleus foncés, eux aussi assez écartés l'un de l'autre. Ils sont vifs, pénétrants, ou se font tendres ou sévères selon qu'ils expriment tel ou tel sentiment qui anime le professeur. « Miss Harker, je crois ?» Et je répondis d'un signe de tête. « Qui était auparavant Miss Mina Murray ?» Même geste de ma part. « C'est Mina Murray que je viens voir, l'amie de cette pauvre enfant, notre chère Lucy Westenra. Oui, Madame Mina, c'est au sujet de la morte que je désire vous parler. » « Monsieur, lui répondis-je, vous ne pouvez pas avoir de titre meilleur pour vous adresser à moi que celui d'un ami qui a soigné et assisté Lucy Westenra dans ses derniers moments. » Et je lui tendis la main. Il la prit en répondant sur un ton très doux. « Oh, madame, je savais que l'ami de cette pure enfant ne pouvait qu'avoir un cœur très généreux, mais il me faut encore... Enfin, je voudrais savoir... » Il s'interrompit en s'inclinant courtoisement, comme je le priais de poursuivre. Il reprit aussitôt. « Eh bien, j'ai lu les lettres que vous aviez écrites à Miss Lucy. Pardonnez-moi, mais il fallait bien que je commence par interroger quelqu'un et je ne savais pas à qui m'adresser. Je sais donc que vous étiez avec Miss Lucy et sa mère à Whitby. De temps en temps, elle tenait un journal. Non, n'ayez pas l'air surprise, Madame Mina. Elle avait commencé à écrire ce journal après votre départ et, me semble-t-il, voulait ainsi suivre votre exemple. On y trouve des allusions à une promenade qu'elle aurait faite pendant un de ses accès de somnambulisme et au fait que vous l'auriez sauvée en cette occasion. C'est très perplexe, vous le comprenez, que je viens à vous, dans l'espoir que vous aurez la bonté de me donner tous les détails dont vous vous souvenez à ce sujet. Je pense, docteur Van Helsing, que je serais à même de vous raconter exactement toute cette aventure. Tout, dites-vous? Tous les détails? Mais alors, Madame Mina, vous devez avoir une mémoire extraordinaire, cela se rencontrera rarement chez les jeunes femmes. À dire vrai, docteur, j'ai noté au fur et à mesure les événements quotidiens dont j'étais témoin. Je peux vous montrer mes notes, mon journal, si vous le désirez. Oh, Madame Mina, je vous en saurai gré. Vous me rendriez là un service immense. Pourquoi me fut-il impossible de résister à la tentation de le mystifier un moment? Je suppose que nous, les femmes, avons encore dans la bouche le goût de la pomme originelle. Toujours est-il que je lui tendis d'abord mon journal sténographié. Il le prit en s'inclinant encore très courtoisement et me demanda « Je puis le lire ?» « Certainement, répondis-je aussi posément que je pus. Il ouvrit le cahier, y jeta les yeux, puis se leva, s'inclina une fois de plus. « Oh, vous êtes une femme étonnante, s'écria-t-il. J'ai compris depuis longtemps que monsieur Jonathan vous admirait. Vraiment, il y a de quoi. Voudrez-vous encore me faire l'honneur, Madame Mina, de m'aider, de me lire ceci, car, hélas, je ne connais pas la sténographie. » Je jugeais que ma petite plaisanterie avait assez duré, et j'avoue, j'en étais presque honteuse, je lui présentai la copie dactylographiée. « Pardonnez-moi, fis-je. Je savais que c'était notre chère Lucie que vous veniez me parler, et me disant que peut-être vous n'auriez pas beaucoup de temps à rester ici, j'avais à votre attention recopié ces notes à la machine à écrire. » Les yeux brillants, il prit mes feuilles. « Vous êtes si bonne, Madame Mina, mais puis-je les lire maintenant sans attendre? Peut-être quand je les aurai lues, aurai-je à vous poser certaines questions. »« Assurément, lisez-les pendant que je vais voir si l'on prépare le lunch. Vous pourrez ainsi me questionner pendant le repas. » Il me remercia et s'installa dans un fauteuil, tournant le dos à la lumière. Tout de suite, je devinais qu'il était absorbé dans sa lecture, et si, en effet, j'allais à l'office, ce fut avant tout pour ne pas le distraire. Lorsque je rentrai au salon, il marchait de long en large, à grands pas, les joues en feu. Il se précipita vers moi et me prit les deux mains. « Oh, Madame Mina, comment vous dire tout ce que je vous dois? Ce journal est lumineux comme le soleil. Il m'ouvre une porte, je suis éblouie, véritablement éblouie par tant de lumière, et pourtant des nuages se forment encore à chaque instant derrière cette lumière. » Mais vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas comprendre. Sachez seulement que je vous dois beaucoup, à vous qui êtes une femme si intelligente. Madame, continua-t-il sur un ton très grave, si jamais Abraham Van Helsing peut faire quelque chose pour vous ou pour les vôtres, j'espère que vous vous confierez à lui.
J'aimerais, alors, je voudrais vous aider comme un ami, mais en ajoutant une amitié sincère, inébranlable, que j'ai désormais pour vous, tout ce que j'ai appris d'une longue expérience. Oui, je ferai tout ce dont je suis capable pour vous venir en aide à vous et à tous ceux que vous aimez. Il y a beaucoup d'obscurité dans la vie, mais il y a aussi des lumières. Vous êtes l'une de ces lumières. Vous serez heureuse, vous serez comblée, et votre mari trouvera en vous le bonheur. Mais docteur, vous m'adressez trop d'éloges et sans me connaître. Sans vous connaître, moi qui suis vieux et qui ai passé toute mon existence à observer, à étudier les hommes et les femmes, à étudier tout spécialement le cerveau humain, tout ce qui s'y rapporte, tout ce qui peut procéder de ce cerveau, moi qui viens de lire votre journal dont chaque ligne respire la vérité, moi qui ai lu la lettre que vous écriviez à la pauvre Lucie immédiatement après votre mariage, moi qui ne vous connaîtrais pas. Oh, Madame Mina, les femmes généreuses n'ont pas à se servir de mots pour raconter l'histoire de leur vie. Et cette vie tous les jours, à chaque heure, à chaque minute, les anges savent la lire. Nous les hommes, dont le désir est le plus vif, est d'observer pour pouvoir comprendre, nos yeux ressemblent un peu à ceux des anges. Votre mari est d'un naturel généreux. Vous aussi, car vous avez confiance en la vie, et pour croire en la vie, il faut être bon. Mais votre mari, parlez-moi de lui maintenant. Va-t-il tout à fait bien? Cette fièvre qu'il a eue, en est-il tout à fait remis? Je vis que c'était le moment en effet de lui préciser certaines choses concernant la santé de Jonathan, de lui demander ce qu'il en pensait. Je commençais par répondre « Il était presque rétabli, mais la mort de monsieur Hawkins a été pour lui un coup très dur. » Le docteur m'interrompit. « Oh oui, je le sais, j'ai lu vos 2 dernières lettres. » « Enfin, je suppose, repris-je, que c'est cette mort qui l'a bouleversé. Le fait est que lorsque nous étions à Londres jeudi dernier, il a reçu un nouveau choc. » Un nouveau choc? Peu de temps après une fièvre cérébrale? Ah, cela est fâcheux. Quel genre d'émotion? Il a cru voir quelqu'un qui lui rappelait une chose terrible, cette chose même qui a provoqué sa fièvre cérébrale. Et moi-même, à mon tour, je crus soudain que je n'en supporterais pas davantage. La pitié que j'éprouvais pour Jonathan, les horreurs qu'il avait vécues, l'épouvantable mystère que l'on devinait en lisant son journal et la crainte qui n'avait cessé de grandir en moi depuis que j'avais fait cette lecture, tout cela me déchira véritablement le cœur, et sans doute perdis-je la tête un moment car je me jetai à genoux et levai les mains vers le docteur en le suppliant de guérir mon mari. Il me prit les mains, m'obligea à me relever, me fit asseoir sur le sofa où il s'assit près de moi. Tenant toujours ma main dans la sienne, il me dit alors, oh avec quelle bonté dans la voix. J'ai toujours vécu fort seule. C'est parce que mon existence, justement, a été remplie par le travail que je n'ai pour ainsi dire pas eu le temps de me consacrer à mes amis. Mais depuis le jour, pas très lointain, où mon cher John Stewart m'a appelé ici, j'ai appris à connaître tant de personnes au grand cœur, dévouées et généreuses, que maintenant, plus que jamais, je ressens ma solitude. Et pourtant, elle n'avait fait que croître au cours des années. Croyez donc que c'est plein de respect pour vous que j'ai frappé à votre porte, car vos lettres à la pauvre Miss Lucie m'avaient déjà fait espérer non pas que j'allais découvrir ce que je cherchais, non pas cela, mais qu'il existait encore des femmes capables de donner un sens à la vie, peut-être même de la rendre heureuse, des femmes dont l'existence tout entière servirait d'exemple aux enfants qui devraient naître. Je suis vraiment heureux d'être ici et de pouvoir faire quelque chose pour vous, car si votre mari souffre, il me semble que je pourrais porter remède à sa souffrance. Je vous promets de m'y appliquer de mon mieux afin que votre vie à tous deux soit éclairée par le bonheur. Maintenant, il vous faut manger. La fatigue vous a épuisé et l'inquiétude aussi. Votre mari n'aimerait pas vous voir si pâle, et ce qu'il n'aime pas chez celle qu'il aime ne peut assurément pas lui faire de bien. C'est donc en pensant à lui, à sa guérison complète, que vous devez manger de bon appétit et sourire fréquemment. Maintenant que vous m'avez dit tout ce que vous savez concernant Lucie, nous ne parlerons plus aujourd'hui de cette pauvre enfant, ni de ses souffrances. Cela ne servira à rien, sinon à nous replonger dans la tristesse. Seulement, je vais passer la nuit ici, à Exeter, car il faut encore que je réfléchisse à ce que vous venez de m'apprendre, puis, si vous me le permettez, je vous poserai à nouveau quelques questions. Pour l'instant, vous allez essayer de m'expliquer de quoi se plaint Jonathan. Non, non, pas tout de suite. Vous devez d'abord bien manger, tranquillement. Tranquillement, après vous m'expliquerez. Le lunch terminé, nous retournâmes au salon, et sans attendre, il me dit « Parlez maintenant, je vous écoute. » Au moment d'expliquer ce que je savais à cet éminent savant, je craignis qu'il ne me prît pour une idiote et Jonathan pour un fou, car vraiment son journal contient des choses si bizarres. Aussi, voyant que j'hésitais, il m'encouragea gentiment, me promit de m'aider si je trouvais la chose à certains moments trop difficile. Trop difficile, oh c'est bien cela, docteur Van Helsing. Tout paraît si étrange dans cette histoire, incompréhensible. Ne riez pas de moi ni de mon mari, je vous en prie. Depuis hier, je ne sais plus ce qu'il faut croire.
Soyez bon, ne me traitez pas de folle quand vous saurez quelles choses insolites ont pu me paraître réelles. » Non seulement sa réponse, mais le ton même sur lequel il me répondit me rassurèrent. « Ma chère enfant, si vous saviez à quel point est insolite l'affaire pour laquelle on m'a appelée ici, c'est vous qui vous moqueriez. J'ai appris à ne jamais négliger ce qu'un homme ou une femme peut croire, même si ce qu'il ou elle croit me paraît d'abord invraisemblable. J'ai toujours et avant tout essayé de garder l'esprit ouvert, et ce ne sont pas les petits événements ordinaires de la vie, ceux auxquels nous sommes habitués, qui pourraient me le faire ouvrir davantage encore, mais bien les choses étranges, bizarres, extraordinaires, celles qui nous font plutôt douter de notre lucidité. Oh, merci, merci, merci mille fois, vous me soulagez d'un grand poids. Si vous le permettez, je vais vous donner quelque chose à lire, quelque chose d'assez long, mais je l'ai recopié à la machine, cela vous aidera à comprendre mes angoisses et celles de Jonathan. C'est la copie du journal qu'il a écrit pendant un séjour en Transylvanie. Je préfère ne rien vous en dire, vous jugerez vous-même. Et alors, quand nous nous reverrons, peut-être aurez-vous la bonté de me dire ce que vous en pensez réellement. Je vous le promets, fit-il comme je lui tendais les feuillets, et avec votre permission, demain matin, aussitôt que cela me sera possible, je viendrai vous rendre visite, à vous et à votre mari. Jonathan sera ici à 11h30, venez déjeuner avec nous. Vous pourrez prendre l'express de 3h34 et serez à Paddington avant 8h. Il parut étonné que je connusse si bien l'horaire des trains. Il ne savait pas naturellement que je l'avais étudié afin de faciliter les choses à Jonathan au cas où il devrait précipitamment partir en voyage. Le docteur Van Helsing prit donc les feuillets qu'il emporta. Demeuré seul, je me mis à penser, et je pense encore à je ne sais quoi. Lettre de A. Van Helsing à Miss J. Harker, 25 septembre, 6h du soir. Chère Madame Mina, j'ai donc lu l'étonnant journal de votre mari. Soyez tranquille, n'ayez plus le moindre doute. Aussi étrange, aussi terrible que tout cela puisse paraître, tout cela est vrai. J'en suis absolument certain. Pour d'autres, cela pourrait signifier le pire. Pour lui et pour vous, il n'y a au contraire rien à redouter. Votre Jonathan est un homme courageux, décidé. Laissez-moi vous dire, et je parle d'expérience m'étant penchée sur bien des cas, que celui qui a osé descendre le long du mur et entrer dans cette chambre comme votre mari l'a fait, oui, et cela à 2 reprises, celui-là ne souffrira pas sa vie durant du choc qu'il a pu recevoir. Ses facultés mentales et affectives sont intactes. Je puis vous le jurer avant même d'avoir vu votre mari. Soyez tout à fait rassuré à ce sujet. Cependant, je voudrais l'interroger à propos d'autre chose. Je me félicite d'être allé vous voir aujourd'hui, car j'en ai tant appris en une fois que de nouveau je suis comme éblouie. Éblouie, je l'avoue, comme jamais, et il me faut encore beaucoup réfléchir. Votre tout dévoué, Abraham Van Helsing. Miss Harker au docteur Van Helsing, 25 septembre, 6h30 du soir. Mon cher docteur Van Helsing, je vous remercie 1000 fois pour votre aimable lettre qui m'a tellement rassurée, oui. Et pourtant, si tout cela est vrai, comme vous le dites, quelles choses affreuses peuvent exister en ce monde, et il se peut, hélas, que cet homme, ce monstre, soit à Londres. J'ai peur à cette seule pensée. Je reçois à l'instant, pendant que je vous écris, un télégramme de Jonathan m'annonçant qu'il quitte Launceston ce soir, 6h25, et qu'il arrivera ici à 10h18. Pouvez-vous être en ce lieu au lieu d'être des nôtres demain à midi, venir partager notre petit déjeuner à 8h, si cela n'est pas trop tôt pour vous. Au cas où vous seriez pressé, vous pourriez partir par le train de 10h30 qui arrive à Paddington à 2h35. Ne répondez pas à ce mot si je ne reçois rien de vous. Je vous attends pour le petit déjeuner. Croyez-moi, je vous prie, votre reconnaissante et fidèle amie, Mina Harker. Journal de Jonathan Harker, 26 septembre. Je pensais ne jamais reprendre ce journal, mais il me semble que je doive à nouveau écrire. Quand je suis rentrée à la maison hier soir, Mina m'attendait pour souper, et notre repas une fois terminé, elle m'a raconté la visite de Van Helsing et m'a dit qu'elle lui avait donné une copie de son journal et une copie du mien. Et pour la première fois, elle m'avoua à quel point elle avait été inquiète à mon sujet. Mais elle me montra immédiatement la lettre du docteur où il affirme que tout ce que j'ai écrit dans mon journal est la vérité même. Depuis que j'ai lu cela, j'ai l'impression d'être un autre homme. Le doute où j'étais de la réalité de cette aventure me plongeait dans un abattement d'où, me semblait-il, je ne sortirais jamais. Je sentais en moi une sorte d'impuissance à agir. Tout ce n'était qu'obscurité, sujet de méfiance. Mais à présent, je sais, je n'ai plus peur de rien ni de personne, pas même du comte. Après tout, il avait l'intention de venir à Londres et il y est venu. C'est lui que j'ai vu l'autre jour. Il a rajeuni. Comment y a-t-il réussi? Van Helsing est un homme qui va le démasquer, le chasser à tout jamais de notre vie, si Van Helsing est bien tel que Mina le décrit. Mina s'habille et dans quelques minutes je vais aller prendre le professeur à son hôtel. Il a paru assez surpris quand il m'a vu.
J'entrai dans sa chambre et dès que je me fus présentée, il me prit par les épaules, me fit tourner sur moi-même de sorte que mon visage fut alors en pleine lumière et après l'avoir sérieusement examiné, il s'étonna. « Mais Madame Mina m'a dit que vous étiez malade, que vous aviez reçu un choc. » C'était assez drôle d'entendre ce vieil homme appeler ma femme Madame Mina. Je souris en lui répondant « Oui, j'ai été malade, j'ai reçu un choc, mais vous m'avez déjà guéri. »« Guéri ? Et comment ?» En écrivant à Mina la lettre que vous lui avez envoyée hier soir. Je doutais de tout. Tout se teintait pour moi d'irréel. Je ne savais pas ce qu'il me fallait croire. Je me méfiais même de ce que j'éprouvais. Et ne sachant pas ce qu'il me fallait croire, je ne savais pas non plus ce que je devais faire. Je sentais que je continuerais toujours à suivre l'ornière, mais d'autre part je souffrais de ce que mon travail devenait de plus en plus une sorte de routine. Et c'est alors que je commençais à ne plus croire moi-même en moi. Docteur, vous ne savez pas ce que c'est que de douter de tout et de soi-même. Non, vous ne le savez pas, c'est impossible, on ne le devine rien qu'à voir votre front. Il parut amusé et dit en riant « Ah, vous êtes physionomiste. Depuis que je suis ici, j'apprends de nouvelles choses d'heure en heure, et c'est avec le plus grand plaisir que je partagerai votre déjeuner. Oh, monsieur, vous permettrez, n'est-ce pas, au vieillard que je suis, de vous parler sincèrement? Vous êtes heureux d'avoir une femme telle que la vôtre. » Une journée entière, je l'aurais écouté faire l'éloge de Mina, de sorte que j'acquiesçais d'un simple signe de tête et demeurais silencieux. Elle est vraiment une femme de Dieu. Il l'a faite de sa propre main pour nous prouver à nous les hommes et aussi aux autres femmes qu'il existe un paradis où nous entrerons un jour et que dès maintenant sa lumière peut nous éclairer sur la terre. Un être si fidèle à soi-même et aux autres, si doux, si généreux, qui se donne tout entier à son entourage, cela, laissez-moi vous le dire aussi, est rare et c'est de ce fait beaucoup dans notre siècle de scepticisme et d'égoïsme. Et vous, monsieur, j'ai lu toutes les lettres de votre femme à la pauvre Miss Lucie, et beaucoup de ces lettres parlent de vous. Je vous connais donc depuis quelques jours déjà, grâce à ceux qui vous connaissent, mais ce que vous êtes réellement, je le sais seulement depuis hier soir. Donnez-moi la main, voulez-vous, et soyons amis pour toujours. Nous nous serrâmes la main. Cette cordialité si sincère m'émut profondément. Et maintenant, me dit-il, puis-je vous demander de m'aider encore ? J'ai devant moi une tâche importante à accomplir et pour cela, avant toute chose, il me faut savoir, c'est ici que j'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé avant votre départ pour la Transylvanie? Plus tard, peut-être aurai-je encore recours à vous, mais pour résoudre des questions d'ordre différent. Que vous répondiez à celle-là, voilà ce qui me suffira pour le moment. Mais, monsieur, fis-je, je ne vois pas le rapport à établir entre le comte et l'affaire dont vous vous occupez. Il y en a un pourtant, répondit-il avec gravité. Dans ce cas, comptez sur moi. Après le petit déjeuner, je le conduisis à la gare. Au moment de nous séparer, il me dit « Pourriez-vous venir à Londres si je vous le demande, et y venir avec Madame Mina? Nous viendrons tous les deux quand cela vous conviendra. » Je lui avais acheté des journaux du matin, ainsi que les journaux de Londres du soir précédent, et tandis que nous bavardions à la portière du compartiment en attendant le départ du train, il les feuilletait. Son attention parut soudain attirée par un titre de la Westminster Gazette, et aussitôt il blêmit. Il lut quelques lignes, et je l'entendis murmurer avec effroi. Mon Dieu, déjà. Je crois que dans son émotion, il avait même oublié ma présence. Le sifflet retentit, le train s'ébranla. Rappelé alors à la réalité, Van Helsing se pencha à la portière, agita la main et me cria « Toutes mes amitiés à Madame Mina, j'écrirai dès que je le pourrai. » Journal du docteur Seward, 26 septembre. Au fond, rien n'est jamais vraiment fini. Une semaine ne s'est pas écoulée depuis que j'ai écrit le mot fin, et voilà pourtant qu'aujourd'hui je reprends ce journal, que je recommence même à parler des mêmes choses. Jusqu'à cet après-midi, du reste, je n'avais aucune raison de penser à ce qui appartient déjà au passé. Renfield est plus calme que jamais. Il s'était depuis quelque temps remis à s'occuper des mouches. Maintenant, ce sont les araignées qui lui prennent des heures entières. Pour le moment, il ne me cause donc plus aucun souci. Je viens de recevoir une lettre d'Arthur, écrite dimanche, et d'après tout ce qu'il me dit, je conclus qu'il se porte bien. Kinsey Morris est auprès de lui, ce qui, je crois, l'aidera à se remettre des coups terribles qu'il vient de le frapper. Car ce Morris est un garçon dynamique, plein d'entrain. D'ailleurs, celui-ci m'a écrit également, et il m'apprend qu'Arthur retrouve un peu de sa gaieté. De ce côté-là aussi, je suis tranquille. En ce qui me concerne, je me remettais peu à peu au travail avec mon enthousiasme de naguère, et j'aurais très bien pu dire à mon tour que la blessure dont je souffrais à cause de la pauvre, de l'innocente Lucie se cicatrisait de jour en jour. Hélas, la voilà rouverte. Et comment tout cela finira, Dieu seul le sait. Il me semble que Van Helsing croit le savoir, lui. Mais il n'en dit jamais trop en une fois afin d'aiguiser la curiosité. Hier, il est allé à Exeter, d'où il est revenu aujourd'hui seulement.
C'est vers 5 heures qu'il est rentré dans mon bureau, se précipitant vers moi. Il me l'arracha et pointa du doigt un article où il était question d'enfants disparus aux environs d'Hampstead, mais je sais que l'on avait retrouvé. Cela ne me frappa point particulièrement jusqu'au moment où je lus qu'ils portaient tous à la gorge de petites blessures comme s'ils avaient été morts. Et elle a aussi blessé les enfants. C'est vrai indirectement, mais non pas directement. Que voulez-vous dire, professeur ? Vraiment, je n'avais rien compris à sa réponse et j'étais enclin à prendre son sérieux un peu à la légère, car après tout, un repos de 4 jours, après les terribles et éprouvantes anxiétés que nous avions vécues, m'avait rendu un peu de sens critique. Mais lorsque je vis l'expression de son visage, je changeai de ton. Jamais, même quand la maladie de Lucie nous mettait au comble du désespoir, Van Helsing ne m'avait paru à ce point consterné. Quelle est votre pensée? Expliquez-vous. Pour moi, vraiment, je ne sais qu'imaginer. Vous n'allez pas me faire croire, mon cher John, que vous ne vous doutez nullement de ce qui a pu provoquer la mort de la pauvre Lucie. Non seulement les événements devraient vous y aider, mais aussi les commentaires, les réflexions que j'ai pu faire devant vous. Prostration nerveuse due à de trop grandes pertes, à un trop grand gaspillage de sang. Et ces pertes de sang, ce gaspillage, comme vous dites, sont dues à quoi? Je hochai la tête. Il vint s'asseoir à côté de moi et reprit. Vous êtes intelligent, mon cher John, vous raisonnez de façon très juste et vous avez l'esprit ouvert, mais vous avez aussi des préjugés. Ne laissez pas vos yeux voir, ni vos oreilles entendre, et tout ce qui ne fait pas partie de votre vie quotidienne, vous n'en tenez guère compte. Vous ne laissez pas vos yeux voir, ni vos oreilles entendre. Tout ce qui ne fait pas partie de votre vie quotidienne, vous n'en tenez guère compte. Ne pensez-vous pas qu'il y a des choses qui, même si vous ne les comprenez pas, existent cependant, et que certains d'entre nous voient ce que d'autres ne voient pas? Mais il y a des choses que les hommes ne peuvent percevoir parce qu'ils en connaissent ou pensent en connaître d'autres qui leur ont été enseignées. Ah, c'est bien là le défaut de la science, elle voudrait tout expliquer, et quand il lui est impossible d'expliquer, elle déclare qu'il n'y a rien à expliquer. Pourtant, nous voyons partout et chaque jour apparaître de nouvelles théories, ou plutôt qui se disent nouvelles. En vérité, elles sont bien vieilles mais prétendent être jeunes, tout comme ces belles dames que l'on voit à l'opéra. Bon. Maintenant, je suppose que vous ne croyez pas à la transmutation des corps. Non. Ni à la matérialisation. Non. Ni au corps astral. Non. Ni à la lecture de la pensée. Non. Ni à l'hypnotisme. Si, Charcot nous en a donné assez de preuves. En souriant, il poursuivit. Donc à ce sujet, vous êtes convaincu. Et naturellement, vous en comprenez le mécanisme et vous suivez parfaitement la démonstration du grand Charcot. Hélas, il n'est plus, quand il explique que ce qui se passe chez le patient. Non? Alors, mon cher John, dois-je comprendre que vous acceptez tout simplement le fait, le résultat, sans rien approfondir d'autre? Non? Mais dites-moi donc, car je suis un spécialiste des maladies mentales, ne l'oubliez pas, dites-moi donc comment il se fait que vous acceptiez l'hypnotisme tout en rejetant la télépathie. Laissez-moi vous le dire, mon ami, de nos jours on réalise à l'aide de l'électricité des choses que ceux-là même qui l'ont découverte auraient jugé sacrilèges et à cause desquels les eussent-ils eux-mêmes commises à l'époque, ils se seraient vus condamnés au bûcher pour sorcellerie. La vie est toujours pleine de mystères. Pourquoi Mathusalem a-t-il vécu 900 ans alors que notre pauvre Lucie, malgré le sang de 4 jeunes hommes injectés dans ses veines, n'a pu survivre qu'un seul jour? Car si elle avait survécu un seul jour, nous aurions pu la sauver. Connaissez-vous entièrement le mystère de la vie et de la mort? Connaissez-vous tout de l'anatomie comparée? Et pouvez-vous dire pourquoi certains hommes ont des caractéristiques de la brute et d'autres pas? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, alors que les autres araignées meurent jeunes, cette araignée géante qui a vécu pendant des siècles dans la tour de la vieille église espagnole s'est mise à grandir, grandir jusqu'au jour où elle a pu descendre, boire l'huile que contenaient toutes les lampes du temple? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi dans la pampa et aussi ailleurs, puis, quand les marins se sont endormis sur le pont des navires à cause de la chaleur, fondent sur eux, si bien qu'on les trouve morts au matin, exsangues, comme l'était la pauvre Lucie? Bon Dieu, professeur, m'écriai-je, voulez-vous me faire entendre que Lucie a été victime d'une chauve-souris, et qu'une chose semblable peut se passer ici, à Londres, au XIXe siècle? D'un geste, il m'imposa le silence et reprit. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi les tortues vivent plus longtemps que des générations d'hommes? Pourquoi l'éléphant voit disparaître des dynasties humaines l'une après l'autre? Et pourquoi le perroquet ne meurt-il que s'il est mordu par un chat ou par un chien? Ou s'il souffre de quelque autre mal? Pouvez-vous me dire pourquoi les hommes, en tout temps et en tout lieu, ont cru que certains sont appelés à vivre éternellement? Nous savons tous, la science l'affirme, que des crapauds sont restés pendant des milliers d'années dans le même petit trou sous les rochers.
Pouvez-vous donc me dire pourquoi le fakir de l'Inde peut se donner la mort et se faire enterrer, faire sceller son tombeau et y faire semer du blé? Pourquoi on en sème encore après la première récolte et pourquoi, lorsque ce nouveau blé est coupé, des hommes viennent enlever le seau et trouvent étendu dans son tombeau le fakir, non pas mort, mais qui se lève aussitôt pour marcher parmi eux? Il s'interrompit. Pour moi, il me semblait que j'allais perdre la tête. Van Helsing me farcissait l'esprit de tant d'excentricité de la nature, de tant d'impossibilités qui devenaient tout à coup possibles que mon imagination prenait feu. Je me doutais vaguement qu'il voulait me démontrer quelque chose, comme autrefois à Amsterdam. Seulement alors il m'indiquait l'objet de son cours, afin que je l'eusse tout le temps à l'esprit. Aujourd'hui, je n'étais pas soutenue par ce point de départ, et pourtant je ne désirais rien tant que suivre son idée et les développements qu'il allait en donner. Professeur, lui dis-je, laissez-moi à nouveau être votre étudiant préféré. Dites-moi le sujet que vous traitez afin que je puisse appliquer vos théories à mesure que vous les avancez. Pour le moment, c'est comme un fou, et non pas comme un homme sain d'esprit que j'essaye à grand-peine de relier les exemples que vous prenez. J'ai l'impression d'être un enfant pataugeant dans un marécage partant de brouillard et sautant d'une touffe d'herbe sèche à une autre sans savoir où je vais. Ma foi, l'image est bonne, dit-il. Eh bien, je vais vous dire tout de suite où je vais en venir. Je veux que vous croyiez. Que je croie? Oui, que vous croyiez à des choses auxquelles jusqu'ici vous ne croyiez pas. Laissez-moi vous expliquer. Un jour, j'ai entendu un Américain définir ainsi sa foi. Une faculté qui nous permet de croire à des choses que nous savons n'être pas vraies. Je saisis parfaitement l'idée de cet homme. Il veut que nous gardions l'esprit ouvert, que nous ne laissions pas une toute petite vérité arrêter le progrès d'une vérité plus grande. C'est cette vérité infime que nous appréhendons d'abord, nous l'estimons à sa juste valeur, mais nous ne devons pas lui laisser croire qu'elle est toute la vérité de l'univers. Vous voulez donc que des idées préconçues ne m'empêchent pas d'accepter d'autres plutôt extraordinaires? Ah, vous êtes toujours mon meilleur élève. On ne perd pas son temps à vous expliquer quelque chose. Maintenant, voulez-vous chercher à comprendre que vous avez fait le premier pas, vous allez comprendre. Donc, vous pensez que ces petites blessures à la gorge des enfants ont la même origine que celles que nous avons vues à la gorge de Miss Lucy? Oui, je suppose. Il se leva. Vous vous trompez, déclara-t-il. Oh, s'il en était ainsi. Mais non, hélas non. La vérité est plus terrible, bien plus terrible. Pour l'amour de Dieu, professeur, que voulez-vous dire? Ces gestes, c'est avec un geste désespéré. Il se laissa tomber sur une chaise, et les coudes sur la table, il se couvrit le visage des deux mains, cependant qu'il m'avouait. Ces enfants ont été victimes de Miss Lucy elle-même. Chapitre 15. Journal du docteur Seward, suite. Ma colère n'aurait pas été plus grande si, alors qu'elle vivait encore, Van Helsing avait giflé Lucy. Je frappais du poing sur la table, je me levai en demandant « Est-ce que vous devenez fou, professeur ?» Il se releva la tête, me regarda et la tendresse que je lus dans ses yeux me calma aussitôt. « Oh, que ne le suis-je fou, dit-il lentement. La folie serait ici beaucoup plus facile à supporter qu'une vérité comme celle-ci. Oh, mon ami, pourquoi, à votre avis, ai-je attendu aussi longtemps avant de vous avouer une chose aussi simple? Peut-être parce que je vous déteste encore, comme je vous ai toujours détesté. Peut-être parce que je désirais vous faire souffrir. Peut-être parce que je voulais, après tant d'années, me venger de ce geste par lequel vous m'aviez sauvé la vie. Ah non, n'est-ce pas? Pardonnez-moi, dis-je. Au contraire, mon ami, reprit-il, parce que cette vérité, je voulais vous la dire en vous faisant le moins de mal possible, car je savais que vous aviez aimé cette jeune fille. Pourtant, maintenant encore, je n'espère pas que vous alliez me croire tout de suite. Il est si difficile d'accepter immédiatement une vérité abstraite que le plus souvent nous commençons par en douter, surtout lorsque nous avons toujours cru exactement le contraire. Et il est plus difficile encore d'accepter une vérité concrète, surtout lorsqu'elle est aussi épouvantable que celle-ci. Ce soir, je vous prouverai qu'il faut y croire. Oserez-vous venir avec moi? Cela me stupéfia. On ne saurait trouver le plaisir à prouver une telle vérité. Byron accepte cette règle, la jalousie. Accepte de cette règle la jalousie, et prouve la vérité même qu'il abhorrait le plus. Il vit que j'hésitais et poursuivit. Le raisonnement est simple, et cette fois-ci, ce n'est pas le raisonnement d'un fou qui patauge dans un marécage en sautant d'une touffe d'herbe à l'autre. Si ce que je vous dis n'est pas vrai, alors la preuve que nous en aurons sera pour nous un soulagement, ou du moins elle n'aggravera pas l'histoire de la fin de Lucie, si pénible déjà. Mais si c'est vrai, ah, c'est ce qu'il faut redouter. Et pourtant cette crainte même aidera ma cause, car j'ai d'abord besoin qu'on y croie. Bon, voici ce que je vous propose. En premier lieu, nous allons tout de suite aller voir cet enfant au North Hospital, là où les journaux nous apprennent qu'on l'a conduit immédiatement. Le docteur Vincent, attaché à cet hôpital, est un de mes amis, et un des vôtres aussi, je pense, puisque vous avez fait vos études ensemble à Amsterdam.
Même s'il lui était impossible de laisser voir son malade à ses amis, il le laisserait voir au médecin. Nous ne lui dirons rien, sinon que nous désirons avoir des détails sur le cas en question. Ensuite, il prit une clé dans sa poche qu'il remua légèrement du bout des doigts. Ensuite, nous irons, vous et moi, passer la nuit dans le cimetière où Lucie repose. Voici la clé qui ferme le tombeau. Le fossoyeur me l'a donnée afin que je la remette à Arthur. À la pensée de la nouvelle et terrible épreuve qui nous attendait, je sentis mes forces m'abandonner. Pourtant, je n'avais rien d'autre à faire que de me montrer aussi courageux que je le pouvais, et je déclarai que nous devions nous hâter, car la fin de l'après-midi approchait. L'enfant, quand nous entrâmes dans la chambre, s'était éveillé. Il avait dormi, pris un peu de nourriture, et son état général était satisfaisant. Le docteur Vincent ôta le bandage du cou pour nous montrer les 2 petites blessures. C'étaient exactement les mêmes que celles que portait Lucie. Elles étaient plus petites, paraissaient plus fraîches, c'était toute la différence. Nous demandâmes à Vincent d'où, à son avis, elles provenaient. Il nous répondit que l'enfant avait dû être mordu par un animal, peut-être un rat. Pour sa part, toutefois, il croyait plutôt qu'il s'agissait d'une de ces chauves-souris si nombreuses sur les hauteurs du nord de Londres. Parmi toutes celles qui sont inoffensives, ajouta-t-il, il en est peut-être une espèce sauvage plus cruelle venant des pays du Sud. Peut-être quelque marin en a-t-il ramené une chez lui et s'est-elle échappée, ou bien est-ce une jeune chauve-souris qui s'est envolée du jardin zoologique? Et pourquoi dans ce cas ne serait-ce pas une chauve-souris de la race des vampires, car on en élève aux zoos? Il n'y a pas 10 jours, c'est un loup qui s'est échappé, et on l'a aperçu, je crois, dans ses environs. Aussi, durant une semaine, les enfants n'ont plus joué à rien d'autre qu'au petit chaperon rouge, jusqu'au moment où cette dame en sang a fait son apparition. Alors ils n'ont plus pensé qu'à elle. Ce pauvre petit encore, quand il s'est réveillé tout à l'heure, a demandé à l'infirmière s'il pouvait partir. Et quand elle a voulu savoir pourquoi il désirait partir, il lui a dit pour aller jouer avec la dame en sang. J'espère, lui dit Van Helsing, que lorsque vous permettrez à l'enfant de rentrer chez ses parents, vous recommanderez à ceux-ci de le surveiller étroitement. Ces escapades dont il rêve sont très dangereuses, et la prochaine pourrait être fatale. Mais je suppose que vous avez l'intention de le garder encore quelques jours ici. Pendant une semaine au moins, davantage si les blessures ne sont pas guéries au bout de 8 jours. Notre visite à l'hôpital ayant été plus longue que nous ne l'avions prévu, il faisait déjà nuit quand nous nous retrouvâmes dans la rue. Inutile de vous presser, dit alors Van Helsing, je ne croyais pas qu'il fût si tard. Venez, il nous faut d'abord manger quelque chose, puis nous ferons ce qu'il nous reste à faire. Nous allâmes dîner au Jack Straw Castle, où nous eûmes la compagnie d'un petit groupe de cyclistes et d'autres personnes, fort joyeuses. Vers 10 heures, nous quittâmes l'auberge. La nuit était particulièrement obscure et bientôt nous eûmes même plus la clarté des rares réverbères. De toute évidence, le professeur avait étudié le chemin que nous devions suivre car il avançait sans la moindre hésitation. Pour moi, j'aurais été bien embarrassée s'il m'avait fallu dire où je me trouvais. Nous rencontrions de moins en moins de gens, si bien que finalement nous fûmes même étonnés de croiser des policiers à cheval qui patrouillaient. Non sans quelques difficultés car nous ne connaissions pas l'endroit, nous escaladâmes le mur du cimetière. Il faisait plus obscur encore que sur la route. Nous trouvâmes le tombeau de la famille Westenra. Le professeur tira la clé de sa poche, ouvrit la porte grinçante, puis, très poliment, mais sans doute inconsciemment, recula d'un pas pour me laisser passer le premier. Cette amabilité dans une circonstance aussi lugubre avait quelque chose d'ironique. Mon compagnon me suivit, referma la porte avec précaution et après s'être assuré que la serrure n'était pas une serrure à ressort, car dans ce dernier cas notre situation eût été des plus mauvaises, il prit alors dans sa trousse une boîte d'allumettes et un morceau de bougie qui devait nous éclairer. Le tombeau, lorsque nous l'avions vu dans la journée garni de fleurs fraîches, donnait déjà le frisson. Mais maintenant que quelques jours s'étaient écoulés depuis les funérailles, que toutes ces fleurs étaient fanées, les pétales blancs virant au roux, que ces feuillages brunissants, que les araignées et autres petites bêtes régnaient à nouveau ici, que la pierre délavée par le temps apparaissait, ainsi que le mortier, recouverte de poussière et de fer rouillé, que les cuivres ternis et les plaques d'argent également ternies reflétaient faiblement la clarté de la bougie. Le spectacle passait en sombre horreur tout ce que l'imagination eût pu concevoir. Même si on avait tenté de le repousser, malgré soi, on éprouvait le sentiment de la vie. La vie animale n'était pas la seule à disparaître à tout jamais. Van Helsing procéda avec méthode, tenant la bougie en sorte qu'il pût lire les inscriptions sur chaque cercueil et en sorte que la cire, aussitôt qu'elle tombait sur les plaques d'argent, se figeait en taches blanches. Il chercha et trouva le cercueil de Lucie. Il se pencha à nouveau sur son sac et cette fois il prit un tournevis. « Qu'allez-vous faire » demandai-je. « Ouvrir le cercueil, alors peut-être vous me croirez. » Il se mit à dévisser le couvercle puis l'enleva. L'enveloppe de plomb apparut. C'était plus que je ne pouvais en supporter, cela me paraît
Cela me semblait être un affront à la morte, semblable à celui que l'on eût fait de son vivant si on l'avait déshabillée pendant qu'elle dormait. Pour l'arrêter, je saisissais la main du professeur, mais il me dit simplement « Vous allez voir !» Et il prit dans son sac une petite scie. Enfonçant le tournevis dans le plomb, d'un coup si vif que je reculai de surprise, il fit un trou assez grand pour y introduire la pointe de la scie. Je pensais qu'il allait se dégager une odeur de gaz d'un cadavre décomposé là depuis 8 jours, et je reculai encore vers la porte. Mais le professeur poursuivait sa tâche, comme s'il ne se souciait de rien d'autre que du résultat final. Il scia le cercueil de plomb d'un côté, puis en travers, puis de l'autre côté, retirant alors la partie ainsi détachée et approchant la bougie de l'ouverture, il me fit signe d'approcher. J'avançai de quelques pas, je regardai. Le cercueil était vide. Le choc fut pour moi considérable, mais Van Helsing, lui, demeura impassible. Plus que jamais, il savait qu'il avait raison. « Vous me croyez à présent, mon cher John ? Vous êtes convaincu ?» Je sentis se réveiller en moi mon penchant naturel à la discussion. Je suis convaincu que le corps de Lucie n'est pas dans le cercueil, mais cela ne prouve qu'une chose. Laquelle, mon cher John ? Eh bien, que le corps n'est pas dans le cercueil. Le raisonnement est juste, mais comment expliquez-vous ? Comment pouvez-vous expliquer qu'il ne soit pas là ? Peut-être s'agit-il d'un voleur qui déterre les cadavres, ou peut-être le corps a-t-il été volé par les hommes de l'entrepreneur des pompes funèbres. Mais je m'en rendais compte, je ne disais que des sottises, et pourtant c'était la seule explication que je trouvais. Le professeur soupira. « Bon, fit-il, il nous faut donc une autre preuve. Venez avec moi. » Il remit en place le couvercle du cercueil, rassembla ses outils, souffla la bougie, laissa tomber dans le sac ses outils. Nous ouvrîmes la porte et sortîmes. Il referma la porte à clé, puis me tendit la clé. « Vous voulez la prendre ?» me demanda-t-il. « Peut-être alors ne douterez-vous plus ?» Je me mis à rire, un rire un peu joyeux, je le reconnais. D'un rire peu joyeux, je le reconnais, en lui faisant comprendre d'un geste qu'il pouvait la garder. Une clé, dis-je. Qu'est-ce que cela signifie ? Il en existe peut-être plusieurs exemplaires, et en tout cas cette serrure ne doit pas être difficile à crocheter. Sans répondre, il mit la clé dans sa poche. Alors il me dit de me cacher non loin de là, derrière un if, afin d'observer ce qui se passait, tandis que lui-même irait surveiller l'autre partie du cimetière. Une fois derrière l'if, je vis s'éloigner sa silhouette sombre, puis les arbres et les monuments funéraires m'empêchèrent de la distinguer. Cette solitude m'impressionnait. J'entendis sonner minuit, à un clocher lointain. Puis 1 heure. Puis 2 heures. J'avais froid, je en voulais à Van Helsing de m'avoir entraîné dans un tel lieu, et je m'en voulais encore plus d'avoir accepté d'y venir. Et si j'avais trop froid, et si j'avais trop sommeil pour observer très attentivement tout ce qui pouvait se passer autour de moi, je n'étais pas assez endormie pourtant pour ne pas remplir la tâche que le professeur m'avait confiée, de sorte que de toute façon, les moments que je passais furent des plus pénibles. Soudain, comme je me retournais, j'eus l'impression de voir comme une traînée blanche qui se glissait entre 2 ifs de l'autre côté du tombeau. En même temps, se précipitant vers elle, une masse sombre arriva de l'endroit où se trouvait le professeur. À mon tour, je voulus avancer, mais il me fallait contourner les tombes et je trébuchais plus d'une fois. Le ciel était couvert et un coq chanta au loin. À quelque distance, derrière les genévriers qui bordaient l'allée menant à l'église, apparut une silhouette blanche, à vrai dire presque indistincte, qui s'en venait vers le tombeau. Celui-ci m'étant caché par les arbres, il me fut impossible de voir dans quelle direction la silhouette avait disparu. Mais bientôt, j'entendis que l'on marchait réellement à l'endroit même où était passée la silhouette blanche, et je vis, avançant vers moi, le professeur, qui tenait dans ses bras un tout jeune enfant. Dès qu'il fut près de moi, il me le montra et me demanda « Eh bien maintenant, est-ce que vous me croyez ?»« Non !»« Vous ne voyez donc pas cet enfant ?»« Si, je vois cet enfant, mais qui donc l'a amené ici, et est-il blessé ?»« Nous le saurons bientôt, » me répondit le professeur, et sans nous consulter, nous nous dirigeâmes l'un et l'autre vers la sortie du cimetière, Van Helsing portant l'enfant. Nous nous arrêtâmes sous un bouquet d'arbres où, à la flamme d'une allumette, nous examinâmes la gorge de l'enfant. On n'y voyait pas la moindre égratignure. « Est-ce que je n'avais pas raison ?» demandai-je triomphant. « Nous sommes arrivés à temps !» s'écria Van Helsing, visiblement soulagé. Qu'allions-nous faire de cet enfant ? Si nous le portions à un poste de police, il nous faudrait à tout le moins expliquer comment nous l'avions trouvé. Nous décidâmes plutôt de l'emmener à la lande. Dès que nous entendrions approcher un agent de police, nous abandonnerions le gamin à un endroit où l'homme ne manquerait pas de le voir et nous rebrousserions chemin sans perdre une minute. Tout se passa au mieux. À peine arrivés sur la lande, nous entendîmes le pas lourd d'un policier, et après avoir étendu l'enfant dans le sentier, nous attendîmes, cachés, jusqu'à ce que sa lanterne éclairant soudain le pauvre petit. L'agent de police poussa un cri d'étonnement. Rassuré alors sur le sort de celui que nous venions de sauver de justesse, nous nous éloignâmes en silence. Nous eûmes la chance de trouver presque aussitôt un fiacre, et nous revînmes en ville.
Incapable de m'endormir, j'ai relaté ces faits. Mais je vais malgré tout essayer de prendre quelques heures de sommeil, car Van Helsing doit venir me prendre à midi. Il veut que je l'accompagne dans une autre expédition. 27 septembre. Il était 2 heures passées quand enfin nous avons pu risquer cette seconde tentative. L'enterrement, prévu pour midi, venait de se terminer, et les retardataires avaient lentement franchi la grille du cimetière lorsque de derrière le buisson qui nous servait de cachette, nous vîmes le fossoyeur, qui refermait la grille à clé avant de partir à son tour. Nous savions que, à partir de ce moment, nous étions parfaitement libres d'agir comme nous l'entendions, et cela jusqu'au lendemain matin. Mais le professeur m'avertit qu'1 heure, tout au plus, nous suffirait. Comme la veille, j'éprouvais le sentiment le plus horrible de l'horrible réalité des choses, où tout effort de l'imagination semble vain. Je savais parfaitement que, en accomplissant cette tâche sacrilège, nous encourrions les sanctions de la loi, et, en outre, j'étais persuadée de l'inutilité de tout cela. S'il avait été odieux d'ouvrir le cercueil de plomb pour voir si celle que l'on y avait mise près de 8 jours auparavant était réellement morte, c'était maintenant pure folie que de vouloir à nouveau rentrer dans le tombeau maintenant que nous savions, l'ayant vu de nos yeux, que le cercueil était vide. Cependant, je préférais ne rien dire de ce que je pensais, car lorsque Van Helsing s'était mis quelque chose en tête, rien ne pouvait l'en détourner. Il prit la clé, ouvrit la porte du caveau, et comme la veille, s'effaça poliment pour me laisser passer. L'endroit me paraissait pas aussi affreusement lugubre que pendant la nuit, et pourtant, quel air misérable lui donnait le faible rayon de soleil qui y pénétrait par l'entrebâillement de la porte. Van Helsing s'approcha du cercueil de Lucie, et je fis de même. Se penchant de nouveau, il retira la partie du cercueil de plomb qu'il avait scié. Alors quelle ne fut pas encore une fois ma surprise mêlée d'horreur! Lucie était étendue là, telle exactement que nous l'avions vue la veille de son enterrement, et même, chose étrange, d'une beauté plus radieuse que jamais. Je ne pouvais pas croire qu'elle fût morte. Les lèvres étaient aussi rouges, non, plus rouges que de son vivant, et les joues délicatement colorées. « C'est un tour de passe-passe » demandai-je. « À présent vous êtes convaincu » me dit Van Helsing en guise de réponse. Et tout en parlant, il tendit la main vers la morte. D'un geste qui me fit frémir, il releva les lèvres et découvrit les dents blanches. « Regardez, dit-il, regardez, elles sont devenues plus pointues. C'est avec celle-ci, et il touchait les canines, qu'elle a mordu les enfants. Vous ne pouvez plus en douter maintenant, n'est-ce pas, mon cher John ?» À nouveau, je voulus discuter, réfuter ce qui lui paraissait si simple et qui m'était absolument impossible d'accepter. « Peut-être est-on venu rapporter ici son corps depuis la nuit dernière. »« Ah oui, et qui donc, je vous prie ?»« Qui? Je n'en sais rien, mais quelqu'un est venu la replacer dans son cercueil. » En outre, elle est morte depuis 1 semaine. La plupart des morts, après autant de jours déjà, auraient pris une autre apparence. À ceci, je ne sus que répondre. Van Helsing pourtant ne parut pas remarquer mon silence. En tout cas, il ne manifesta ni dépit, ni satisfaction. Il regardait attentivement le visage de la morte, soulevait les paupières, examinait les yeux, et encore une fois, il entr'ouvrit les lèvres pour examiner les dents. Il se tourna alors vers moi et me dit « Il y a pourtant quelque chose de différent de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Nous nous trouvons en présence d'un dédoublement de la vie que l'on ne rencontre pas souvent. Cette jeune fille avait été mordue par le vampire alors qu'elle était en état d'hypnose, de somnambulisme. Oh, vous sursautez. Il est vrai que cela vous l'ignoriez, mon cher John, mais je vous expliquerai plus tard. Et c'est lorsqu'elle était dans un état d'hypnose qu'il devait revenir lui sucer plus de sang encore. C'est toujours en transe qu'elle est morte, et en transe qu'elle est devenue une non-morte. C'est en cela qu'elle ne ressemble pas aux autres. D'habitude, lorsque les non-morts dorment chez eux, et il fit du bras un geste très large comme pour me rappeler que c'était dans les cimetières que les vampires étaient chez eux, leur visage révèle ce qu'ils sont, mais celui-ci, qui était si doux avant que Lucie ne fût une non-morte, retournera au néant notre fin à tous. Rien ici ne semble porter la marque du malin. C'est pourquoi ça m'est si dur, de devoir la tuer pendant qu'elle dort. Je sentis mon sang se figer et je m'aperçus que je commençais à accepter les théories de Van Helsing. Pourtant, si elle était réellement morte, devait-on frémir à l'idée de la tuer ? Il leva les yeux sur moi. Sans aucun doute, j'avais changé de sentiment car il me dit sur un ton presque joyeux « Ah, vous me croyez maintenant ?» « N'allez pas si vite, lui répondis-je. Je veux bien accepter votre idée, je veux bien y réfléchir. Comment allez-vous faire ? Je vais lui couper la tête et remplir sa bouche d'ail, puis je lui enfoncerai un pieu dans le corps. Je frémissais de plus en plus à cette idée qu'on allait mutiler ainsi le corps de la femme que j'avais aimée. Toutefois, mon émotion n'était pas telle que je l'aurais cru. Je commençais à frissonner en réalisant la présence de cet être, de cette non-morte, comme l'appelait Van Helsing, et elle me devenait exécrable. L'amour serait-il soit tout subjectif, soit tout objectif ? Un temps qui me sembla interminable se passa avant que Van Helsing ne se mit à l'œuvre.
Il resta là, immobile, absorbé dans ses pensées. Finalement, il ferma son sac d'un geste sec et dit « J'ai réfléchi. Il faut agir pour le mieux, et si je suivais mon inclinaison, je le ferais immédiatement. Oui, maintenant, à l'instant même, ce qui doit être fait. Mais il faut penser aux conséquences, et de celles-ci peuvent découler 1000 fois plus de difficultés que nous ne l'imaginions. C'est évident, Lucie n'a encore tué personne, mais ce n'est sans doute qu'une question de temps. Si j'agissais maintenant, ce serait la mettre à jamais hors de danger, mais d'autre part, nous devrons sans doute avoir recours à Arthur. Et alors comment lui expliquer tout ceci ? Si vous, qui avez vu la blessure à la gorge et celle, les mêmes, de ces enfants qu'on a transportés à l'hôpital, si vous, qui la nuit dernière avez vu le cercueil vide, mais qui aujourd'hui y voyez à nouveau celle qui, une semaine après sa mort, n'en est devenue que plus belle, plus fraîche, plus colorée de visage, si vous, qui avez constaté tout ceci de vos propres yeux, et avez également la nuit dernière aperçu la silhouette blanche qui a amené l'enfant jusque dans le cimetière, et qui malgré tout, si vous, malgré tout, pouvez à peine croire en vos yeux, comment alors espérer qu'Arthur, qui lui n'a absolument encore rien vu, pourrait y croire ? Méfiant, il s'est demandé pourquoi je l'ai empêché d'embrasser la jeune fille au moment de sa mort. S'il m'a pardonné, c'est parce qu'il croit que c'est à la suite d'un diagnostic erroné que je l'ai empêché de lui dire adieu, et maintenant il pourrait croire que par erreur également, elle a été enterrée vive. Enfin, c'est nous, au comble de l'erreur, qui l'avons tuée. Et il soutiendra que c'est nous qui nous trompions du tout au tout et qui l'avons tué à force de vouloir avoir raison, de sorte qu'il sera de plus en plus malheureux, cependant qu'il n'aura jamais de certitude absolue, ce qui est pire que tout. Tantôt il pensera que celle qu'il aimait a été enterrée vive et qu'alors ses cauchemars seront d'autant plus atroces qu'il y verra les horreurs qu'elle a dû souffrir, tantôt il se dira que nous avions peut-être raison, que sa bien-aimée était après tout une non-morte. Ah, je lui ai déjà dit, mais à présent je suis certain il lui faudra traverser bien des amertumes avant d'atteindre le bonheur. Le pauvre garçon, hélas, vivra une heure où pour lui le ciel sera le plus noir. Mais ensuite nous pourrons enfin agir, en sorte que, jusqu'à la fin de ses jours, il connaisse la tranquillité d'esprit. Oui. Maintenant allons. Vous retournerez soigner vos malades, moi je reviendrai passer la nuit ici dans ce cimetière, et demain soir, à 10h, vous viendrez me chercher au Berkeley Hotel. Je vais écrire un mot à Arthur pour lui demander d'y venir également, de même qu'à ce jeune Américain, qui, lui aussi, a donné son sang. Tous, nous aurons beaucoup à faire. Je vous accompagne jusqu'à Piccadilly, où nous mangerons un morceau, car je veux être ici de retour, avant le coucher du soleil. Nous refermâmes donc à clé la porte du tombeau, puis nous nous dirigeâmes vers le mur du cimetière, que nous eûmes tôt fait d'escalader, et nous reprîmes le chemin de Piccadilly. Note laissée par Van Helsing dans sa valise au Berkeley Hotel, adressée à John Seward, 27 septembre. Mon cher John, j'écris ces lignes à votre intention au cas où il m'arriverait malheur sans que je vous ai revu. Je retourne au cimetière, surveiller les abords du tombeau. Je voudrais que la non-morte, Miss Lucy, ne le quitte pas cette nuit, afin que demain soir son envie d'en sortir ne soit que plus grande. Aussi vais-je attacher à la porte du tombeau ce que la non-morte n'aime pas, de l'ail et un crucifix. Et cela suffira à garder la porte fermée, croyez-moi. Miss Lucy n'est qu'une jeune non-morte et elle se méfiera. D'ailleurs, l'ail et le crucifix l'empêcheront seulement de sortir, mais non pas d'avoir envie de sortir. Je resterai là toute la nuit, depuis le coucher du soleil jusqu'après l'aurore, de sorte que s'il y a quelque chose à apprendre, je l'apprendrai. En ce qui concerne Miss Lucy, soit pour elle-même, soit venant d'elle, je n'ai aucune crainte, mais quant à cet autre, qui l'a rendue non morte, celui-là a maintenant le pouvoir de chercher sa tombe et de s'y réfugier. Il est extrêmement rusé, j'en ai la preuve non seulement par le récit de Monsieur Jonathan, mais par les diverses façons dont il nous a joué lorsqu'il y allait de la vie de Miss Lucy. Et c'est nous qui avons perdu la partie. De fait, le non-mort est toujours très fort. Dans sa seule main, il a la force de 20 hommes. C'est en vain que nous quatre, l'un après l'autre, avons donné notre sang à Miss Lucy. En outre, il a le pouvoir d'appeler son loup, et je ne sais encore quelle autre créature. Bref, s'il vient au cimetière cette nuit, il m'y trouvera. Il se peut toutefois qu'il ne cherche même pas à y venir. Son terrain de chasse est plus giboyeux que le cimetière où dort cette jeune non-morte et où veille le vieillard que je suis. N'importe, j'écris ces lignes pour que si jamais... Prenez tous les papiers que vous trouverez avec cette lettre, le journal de Harker et les autres, lisez-les, ensuite essayez de trouver ce fameux non-mort, coupez-lui la tête, brûlez-lui le cœur ou percez-le d'un pieu, afin que le monde soit, à tout jamais, débarrassé de lui. Adieu donc, peut-être. Van Helsing.